Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous faisons un point aujourd'hui sur le patrimoine et fiscalité des non-résidents. Bonjour à tous, je suis Bertrand Cosson, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Transatlantique à Paris. Et je suis Nathalie Balestan, directrice adjointe d'une agence de la Banque Transatlantique à Paris également. Alors, je vais vous présenter la Banque Transatlantique brièvement et ensuite Bertrand Cosson prendra le relais pour vous parler de l'actualité fiscale 2020. Alors, la Banque Transatlantique fait partie d'un grand groupe, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui est un groupe solide, comme vous pouvez le constater de par les notes qu'il obtient. Plusieurs marques, donc Réseau, Crédit Mutuel et CIC, et marque banque privée, donc, dont fait partie la Banque Transatlantique et le CIC Banque Privée. Le contexte international est de plus en plus complexe de par plusieurs facteurs. L'accroissement des flux dématérialisés, des mouvements de capitaux de plus en plus importants, de contraintes réglementaires, que ce soit au niveau national, international ou européen, des régimes fiscaux et des cadres juridiques locaux, politique sectorielle des établissements financiers également, et puis de par des non-résidents qui disposent d'un patrimoine, que ce soit international ou en France, et qui souhaitent le développer, et également la mobilité des membres de la famille. D'où la nécessité d'une expertise que nous proposons. Avec un dispositif international, comme vous pouvez le constater, la banque possède une présence mondiale. Alors, par le biais de bureaux de représentation ou de filiales, nous avons une expertise dans tous ces des bureaux et des filiales dans tous ces pays indiqués. Notre expertise, nous accompagnons donc les Français expatriés, salariés de grands groupes, chefs d'entreprise vivant à l'étranger, mais également les investisseurs, les grandes fortunes établies à l'étranger, et également les hauts fonctionnaires français. Des investisseurs étrangers également souhaitant avoir accès au marché européen. Donc le client est au centre de notre relation par le biais évidemment de la banque au quotidien, des investissements, du conseil, du financement également et de la philanthropie. C'est un sujet qui intéresse beaucoup nos clients. Je laisse la parole à Bertrand Cosson pour l'actualité fiscale. Merci Nathalie, donc à nouveau bonjour à tous. Donc on a prévu un petit programme d'actualité fiscale. Donc on a prévu à peu près une vingtaine de minutes de présentation et bien évidemment vous pouvez poser vos questions soit au long de l'exposé, soit à la fin, et on les prendra bien évidemment à la fin de l'exposé. Alors, dans les domaines d'actualité, puisque l'idée c'est de faire le point, avant d'attaquer la partie loi de finances 2020, surtout sur la fiscalité des particuliers, on voulait intervenir sur deux sujets qui intéressent à la fois les résidents et les non-résidents. Le premier sujet qui est l'abus de droit fiscal. C'est une notion assez ancienne, mais avec une nouveauté depuis le 1er janvier 2020, donc on voulait y revenir. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon DAC6. Ça signifie en fait une directive européenne qui impose en fait aux différents intermédiaires de déclarer les dispositifs dits transfrontières. Donc évidemment, ça va concerner énormément les clients qui ont une vision internationale, qu'ils soient résidents de France ou non résidents. Et puis après, le troisième grande partie, plus spécifiquement sur la loi de finances 2020, où il n'y a pas des réformes conséquentes, hein, comme on a pu avoir il y a 2 ans, où on avait eu l'IFI, la flat tax, qui étaient en effet des réformes très importante. Là, il n'y a pas de réforme magistrale de même tenue, mais il y a quand même différents points qui concernent notamment les non-résidents, et donc on va y revenir. Alors la première partie sur l'abus de droit fiscal, c'est vrai que désormais la notion elle est importante à connaître pour tous ceux qui vont en fait avoir des opérations avec la France qu'on appelle des schémas patrimoniaux. Et on a mis en effet maintenant les deux notions d'abus de droit. Auparavant, on avait une seule notion d'abus de droit, c'est celle qui se situe sur la colonne de gauche de la page, qui en gros permet à l'administration fiscale de requalifier une opération, soit pour fictivité,
soit pour un but exclusivement fiscal. Donc c'est lorsqu'on a fait une opération patrimoniale où on a des avantages fiscaux, l'administration avait le droit de les remettre en cause, et il y avait à la fois l'impôt qu'on devait payer et ensuite des pénalités qui pouvaient être importantes, jusqu'à 80% de l'impôt éludé. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'ancien abus de droit fiscal. Il y a eu beaucoup de jurisprudence là-dessus, donc on avait quand même une définition assez précise de ce qu'on avait le droit de faire dans le cadre de ces opérations. Pour vous donner quelques exemples, ça peut être des donations en démembrement de propriété, des donations avant de céder des valeurs mobilières ou de l'immobilier. Enfin, toutes ces opérations-là, on avait quand même, on savait globalement où on mettait les pieds. Et le législateur a voté, en fait, il y a un an, mais avec un effet différé d'un an, un nouvel abus de droit qu'on appelle dans notre jargon le mini abus de droit fiscal. Et là, cette fois, ça va permettre à l'administration fiscale de remettre en cause les opérations qui ont un but principalement fiscal. Vous voyez, auparavant, on était sur un but exclusivement fiscal ou une fictivité. Là, on passe à un but principalement fiscal. Donc, on voit tout de suite que principalement, ça peut recouvrir beaucoup plus d'opérations qu'auparavant, puisque c'est évidemment un champ d'application plus large. Donc, ça veut dire que depuis, et ça s'applique pour les actes depuis le 1er janvier 2020, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler ce soir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès lors qu'on va avoir une opération avec la France, par exemple, d'apport de titres à un holding, de donation à des enfants, de donation démembrée, enfin d'opérations patrimoniales diverses et variées, il va falloir se poser la question maintenant, est-ce qu'on est dans un but principalement fiscal et est-ce qu'on est éventuellement contraire aux objectifs du législateur, et c'est vrai que, vous voyez, c'est une question qui est évidemment beaucoup plus difficile à répondre, parce que le but principalement fiscal, c'est vrai que on peut avoir des fois des buts principalement fiscaux, mais on peut aussi avoir des buts de transmission de patrimoine, par exemple, et la difficulté, c'est de dire est-ce que le but de transmission de patrimoine est supérieur au but principalement fiscal. Vous voyez, donc il va falloir répondre à ce type de questions maintenant avant de mettre en œuvre un certain nombre de schémas. Donc ça crée un petit peu d'insécurité fiscale depuis le 1er janvier 2020 pour des opérations. Le deuxième point qui nous semblait important dans cette présentation, c'est en effet la déclaration des dispositifs transfrontières, la fameuse directive dite DACSIS dans le jargon des fiscalistes. Alors, qu'est-ce que veut dire cette directive ? En fait, cette directive va obliger les intermédiaires de déclarer à leurs autorités fiscales des schémas qui ont été faits, ce qu'on appelle des dispositifs, qui ont été faits et qui présentent un certain nombre de marqueurs fiscaux indiquant un risque potentiel d'évasion fiscale. Donc ça fait en effet des mots un peu compliqués, un peu abstraits. Ce que ça veut dire concrètement, c'est le champ d'application des opérations. Ça peut être par exemple dans la liste des marqueurs. Vous avez plusieurs marqueurs. Ça vient d'être transposé en droit français le 21 octobre 2019. Dans les marqueurs, ça peut être par exemple de transformer un revenu qui serait taxable en une plus-value qui serait exonérée. Vous voyez, ça peut être un exemple. Donc, dès lors qu'on est dans ce type de schéma, on va peut-être être obligé de déclarer. Alors, qui doit déclarer ce type de schéma ? C'est les intermédiaires qui ont participé au dispositif. Donc, ça va être les avocats, les comptables, mais aussi les banques. C'est pour ça aussi que nous, on se sent concernés, et ça peut être le contribuable lui-même. Alors, comment ça va se passer ? Alors, on ne sait pas encore exactement comment ça va se passer, puisque ça va commencer seulement à s'appliquer à compter de l'été 2020, mais avec quelque chose de très important à avoir quand même en tête si on est concerné par des dispositifs transfrontaliers, c'est que la première étape du dispositif peut avoir été mise en œuvre depuis le 25 juin 2018. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que ça a un caractère rétroactif. Ça va pas concerner seulement les opérations à compter de l'été 2020. À l'été 2020, on va commencer les déclarations, mais vous voyez, sur des dispositifs qui auraient pu être mis en pratique depuis le 25 juin 2018. Donc, ça veut dire que dès lors qu'on va avoir une opération transfrontière, ça veut dire une opération entre la France et un autre pays, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on est dans un marqueur fiscal ? Est-ce qu'il y a une évasion fiscale particulière ? Est-ce qu'il y a une opération
fiscalement agressive? Et si la réponse est oui, bah, il appartiendra soit à l'intermédiaire, soit au contribuable de déclarer son opération à l'administration fiscale. Donc, vous voyez, ça, évidemment, c'est tout à fait nouveau. En droit français, ça peut exister dans d'autres droits étrangers, mais en droit français, il n'y avait jamais de déclaration de dispositifs fiscaux. Donc là, c'est vraiment une première. On attend encore des clarifications sur le champ d'application, puisque l'administration n'a pas encore commenté les dispositifs. Mais c'est vrai que voilà, ça peut concerner, par exemple, pour vous donner peut-être un exemple, vous êtes soit résident français, vous constituez une ligne à l'étranger, ou pourquoi pas, vous êtes résident à l'étranger, vous allez constituer un certain nombre de sociétés en France dont vous allez avoir des avantages fiscaux, que ce soit en matière d'impôt sur le revenu ou en matière d'IFI, voire de droit de succession. Là, on va se poser la question, est-ce que c'est une opération, vous voyez, fiscalement agressive qu'il va falloir éventuellement déclarer à l'administration. Ça ne veut pas dire qu'on est imposé forcément dessus, mais ça veut dire que l'administration française ou du pays en question, puisque c'est une directive européenne, pourra avoir connaissance de votre schéma et forcément, ce sera plus facile pour elle de le contrôler, voire de le requalifier si elle considère que le schéma était trop agressif. Voilà, donc deux notions très importantes, vous voyez, dans un cadre fiscal qui crée quand même un petit peu d'insécurité, quand même un peu d'insécurité fiscale du point de vue français. Alors maintenant, plus spécifiquement la loi de finances et les dernières actualités qu'on a pu avoir, notamment en matière internationale. La première qui a été peut-être je dirais la mesure la plus médiatisée, en tout cas qui a fait beaucoup écrire en France là-dessus, même si ça concerne finalement peu de personnes sans doute, mais c'est la domiciliation fiscale des dirigeants des grandes entreprises. C'est-à-dire que on va considérer qu'un dirigeant, même s'il est non résident, du moment qu'il dirige une société française, il va être considéré, en tout cas du point de vue français, comme résident français. Et vous savez que si on est résident français, on doit une imposition globalement sur ses revenus mondiaux, alors que quand on est non résident, on ne paye de l'impôt que sur ses revenus de source française. Et là, on vous rappelle en effet dans le slide les critères actuels pour être résident fiscal de France, au sens en tout cas français, c'est d'avoir en France son foyer ou son lieu de séjour principal, son activité professionnelle principale en France. Et c'est dans ce cadre-là que maintenant, ils considèrent qu'on va étendre l'exercice d'une activité professionnelle principale aux dirigeants d'entreprises françaises. Alors, quels vont être les critères d'une entreprise française? Il faut que le siège de la société soit en France et qu'elle y réalise au moins 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est bien du chiffre d'affaires en France. Donc, vous voyez que le champ d'application va être quand même relativement étroit. Mais en tout cas, les personnes qui sont concernées, les dirigeants qui sont concernés par ce texte, essentiellement, ça va être les dirigeants des sociétés, des dirigeants opérationnels de sociétés. Donc, par exemple, un directeur général d'une société en France va être concerné par ce dispositif. Alors, attention quand même tout de même, il y a quand même deux bémols à l'application de ce texte. La première, c'est que le dirigeant, il peut quand même prouver que finalement son activité, il a une activité en France, mais il a une activité plus importante dans un autre pays, peut-être le pays de sa résidence fiscale, qui peut quand même apporter la preuve contraire. Et la deuxième chose très importante, c'est que ce texte ne s'applique que sous réserve des conventions fiscales signées par la France. Donc ça veut dire que dès lors qu'il y a une convention fiscale qui est signée avec la France, la France considère, si vous êtes concerné par ce texte, que vous êtes résident français, mais en général, vous êtes aussi résident de votre pays justement d'accueil ou votre pays de résidence, et c'est la convention fiscale qui va trancher ce qu'on appelle le conflit de résidence. Donc ça veut dire que si vous êtes toujours non résident au sens de la convention fiscale, vous serez toujours non résident, même avec application de ce texte. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose dont la portée, on va dire que la portée de ce texte en matière d'impôt sur le revenu nous semble assez faible. Il faut peut-être faire attention. Pourquoi? Parce que la France a signé beaucoup de conventions en matière d'impôt sur le revenu. Donc c'est vrai que la portée devrait être assez faible en matière d'impôt sur le revenu. Par contre, on a un tout petit peu plus peur, notamment en matière de droit de donation
et de droit de succession, puisque là, il y a beaucoup moins de conventions entre la France et les États en matière de droit de donation et de succession, et donc on pourrait, quelqu'un qui pourrait être non résident au sens d'une convention impôt sur le revenu, pourrait être résident avec ce texte au sens des droits de succession, et donc de devoir éventuellement payer, vous voyez, des droits de succession, alors que jusqu'à présent, il était bien non résident aussi au sens des droits de succession ou des droits de donation. Mais bon, en résumé, quand même, un texte dont la portée est relativement étroite, avec notamment ce seuil quand même de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'autre point, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont concernés par ce texte-là, c'est sur les agents publics en poste à l'étranger. C'est que il y a un dispositif spécifique en France et on considère que les agents de l'État qui sont hors de France, dès lors qu'ils ont justement agents de l'État, ils gardent leur résidence fiscale en France. Et donc là, ce texte, en fait, étend la définition des agents de l'État aux agents des collectivités territoriales et aux agents de la fonction publique hospitalière. Ça veut dire que ces personnes qui rentrent dans ces catégories-là, même s'ils travaillent hors de France, en général vont être considérés comme résidents français. Voilà. Alors concernant le barème de l'impôt sur le revenu sur les revenus 2019, puisque vous le savez, en France, on est toujours une loi de finances de fin d'année qui, en fait, a une rétroagie au 1er janvier 2019. Donc finalement, on connaît son barème fiscal que à la fin de l'année. Et donc, il n'y a pas de modification en 2019 du barème. On reste toujours sur les tranches 0, 14, 30, vous voyez, 41 et 45%. Il y a juste une actualisation des seuils de 1%. Par contre, ce qui change, c'est que le législateur a tout de suite a déjà voté, pour le coup, le barème sur les revenus 2020, où il a prévu une baisse d'une tranche d'imposition. Vous voyez, tout à l'heure, on était à 14% d'imposition sur la première tranche, et donc là, on diminue la deuxième tranche d'imposition à 11%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour les contribuables dits moyens, mais globalement, ils ont modifié le système des autres seuils pour maintenir le même niveau d'imposition pour les autres contribuables. Donc, globalement, quelqu'un qui gagne de revenus de source française, soit résident, soit non résident, moins de 25 000 euros, paiera moins d'impôt sur le revenu. Par contre, quelqu'un qui gagne plus de 25 000 euros de revenus aura globalement le même taux d'imposition qu'avant. C'est neutre globalement pour les revenus importants. Donc, modification du barème, mais pas un impact forcément très important, en tout cas pour les contribuables au-delà de ce seuil. Alors, plus spécifiquement sur les non-résidents, il avait été voté l'année dernière une modification de la retenue à la source, notamment pour tous ceux qui ont des salaires ou des retraites imposables en France. Donc ça veut dire qu'ils sont non résidents, mais ils continuent à avoir des salaires ou des retraites de source française taxables en France. Et là, la dernière loi de finances reporte en fait d'un an la réforme qui a été votée il y a un an. Donc c'est un peu compliqué parfois à suivre, mais ça veut dire que concrètement pour 2020, on a exactement le même traitement qu'en 2019. Par contre, le changement va commencer à partir de 2021. Et notamment, j'ai prévu un petit exemple juste après pour, illustrer ces choses un peu compliquées. C'est qu'à partir de 2021, les tranches à 0 et à 12% ne seront plus libératoires de l'impôt sur le revenu. Et le fait de passer à la suppression des tranches de 0, 12 et 20 à un prélèvement à la source comme pour les résidents, c'est reporté à 2023. Donc je vais prendre tout de suite le petit exemple parce que c'est ça qui est le plus parlant. Je reviendrai éventuellement sur les taux après. Voilà le petit exemple si vous arrivez à suivre. Donc là c'est quelqu'un qui a 25 000 euros, donc un non-résident qui a 25 000 euros de salaire. Là j'ai pris des gains de stock option mais imposés en salaire. On peut retenir que c'est du salaire de source française. Donc en 2020, comment il est imposé? Il a 25 000 de gains, il a le droit à un abattement de 10%, donc il va être fiscalisé sur 22 500 euros. Et après, vous avez la retenue à la source dont je viens de vous parler, qui est à 0 et 12%. Lui, dans son cas de figure, ça lui fait 900 euros d'impôt sur le revenu.
et il n'est pas dans la tranche à 20%. Donc globalement, cette personne aujourd'hui, en 2020, va payer 900 euros d'impôt sur le revenu. C'est libératoire de l'impôt sur le revenu. S'il a le même somme de gain en 2021, comment ça va se passer pour lui? L'assiette est la même, vous voyez 25 000 moins 2500, 22 500. La retenue à la source s'applique toujours en 2021, donc c'est toujours 901 euros. Donc jusque-là, rien ne change. Par contre, le fait que les 0 et les 12% ne soient plus libératoires de l'impôt sur le revenu, ça veut dire qu'on va lui recalculer un impôt à 22 500 avec, vous le savez, il y a un taux spécifique pour les non-résidents qui est de minimum 20%. Ça peut même être 30% quand on dépasse un certain montant. Et donc là, l'application de ce taux minimum d'imposition fait que la personne va devoir payer 3 600 euros complémentaires d'impôt sur le revenu. Et au total, il aura dû payer 20% sur son revenu imposable, c'est-à-dire 4 500 euros. Donc vous voyez quand même pour quelqu'un qui a 25 000 euros, par exemple, de retraite ou de salaire de source française, vous voyez qu'il passe quand même d'une année à l'autre avec le même revenu de 900 d'impôts à 4 500 euros d'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez, donc c'est quand même une hausse très conséquente qui va avoir lieu en 2021. Donc là aussi, éventuellement conseil pour ceux qui peuvent, notamment qui ont éventuellement des gains de stock options, par exemple de sources françaises, vous voyez que c'est peut-être plus intéressant de déclencher la plus-value en 2020 qu'en 2021, vous voyez. Et le dernière colonne, c'est en 2023, où là, normalement, évidemment, le texte a peut-être encore le temps de changer, mais normalement en 2023, où là, on va passer à une retenue à la source, on supprime les 0 et les 12%, et on passe uniquement à une retenue à la source dite au taux neutre. Donc, vous voyez que là, ça fait passer, au lieu d'avoir 900 euros de retenue à la source, on passe à 1875 euros d'impôt à la source, donc c'est plus qu'avant. Par contre, au global, le mécanisme fait qu'on aurait toujours les 4 500 euros d'impôt. Donc ça change pas, on va dire l'impôt, ça changerait pas l'impôt global entre 2021 et 2023, mais ça change en fait la répartition, notamment par rapport à la retenue à la source. Voilà, donc c'est vrai que c'est très technique, c'est un petit peu complexe, mais vous voyez que ça peut quand même avoir des incidences importantes en matière de calcul d'impôt sur le revenu. Donc globalement, cette réforme-là, si elle n'est pas encore modifiée, elle touchera tous ceux qui ont des salaires et des retraites de source française. Autre point sur la location meublée. Donc là, c'est vrai que c'est une réforme un petit peu technique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-résidents qui font de la location meublée. Globalement, ce qui change, il y avait déjà eu des décisions du Conseil constitutionnel, il y avait déjà eu aussi des réponses de l'administration, mais globalement, ça c'est dans la loi de finances. À compter de 2020, pour être en loueur en meublé dit professionnel, il suffit d'avoir plus de 23 000 euros de recettes et que ces recettes représentent plus de 50% des revenus professionnels du foyer. Et ce qui est très important pour les non-résidents, c'est comment on calcule ces 50%. Eh ben, les 50% pour les non-résidents sont calculés uniquement par leurs revenus de source française. Donc ça veut dire qu'un non-résident qui aurait plus de 23 000 euros de recettes de location meublée, auparavant, globalement, il était en location meublée non professionnelle, à compter au moins de 2020, voire même peut-être sur l'année déjà précédente, il est maintenant en location en meublé professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça implique comme conséquence? Globalement, sur l'assiette fiscale, il n'y a pas de différence, puisque globalement, on détermine l'assiette location meublée professionnelle ou non professionnelle de la même façon. Où il va falloir se poser un certain nombre de questions, je vais en prendre deux qui me semblent les principales dans le temps imparti, c'est est-ce que ça rend éventuellement assujetti aux cotisations sociales? Puisqu'un loueur en meublé non professionnel, normalement, il pouvait être éventuellement aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Vous savez, les 7,5% et les 17,2%. J'en dis un mot juste après. Mais il ne pouvait pas avoir normalement d'autres cotisations sociales. Donc, il va y avoir une question sur les cotisations sociales. Et le deuxième point, ça va être en matière de plus-value. C'est est-ce que le fait d'être en location meublée professionnelle, est-ce que c'est plus intéressant ou moins intéressant? En règle générale, ce sera plus intéressant d'être en plus-value professionnelle. Donc là, c'est plutôt globalement, après, il faut faire des calculs. Ça dépend de la situation, des seuils de recettes.
notamment du délai de détention des biens. Mais globalement, ce sera plus intéressant pour les non-résidents d'être en plus-value professionnelle. Donc là, c'est plutôt, je pense, globalement une bonne nouvelle. Juste faire peut-être attention au point des cotisations sociales. Voilà, les prélèvements sociaux. Je vous en ai mis juste une page parce qu'il n'y a pas véritablement de nouveauté dans la loi de finances, mais c'est vrai qu'on a souvent beaucoup de questions des non-résidents sur les prélèvements sociaux. Hein. En général, quand on est non-résident, on a les prélèvements sociaux uniquement sur ses revenus immobiliers et les plus-values immobilières, justement, que sur l'aspect immobilier. Et c'est vrai qu'il y avait une grande réforme l'année dernière, où globalement, si on est résident d'un pays européen et soumis au régime de sécurité sociale de ce pays européen, on est plutôt à 7,5%. On a uniquement le prélèvement de solidarité. Par contre, quand on est résident hors Union européenne et soumis à un régime de sécurité sociale hors Union européenne, ben là, c'est là où on va avoir toujours les 17,2% de prélèvements sociaux qui vont s'appliquer, comme pour les résidents français. Et donc ça, c'est vrai que ça crée beaucoup de questions. Je sais que c'est un sujet assez polémique en général avec les non-résidents. Si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre. Et puis le dernier point de l'exposé sur la taxe d'habitation, parce que ça, c'est vrai que c'est une réforme très importante et globalement, ça va plutôt concerner les résidents que les non-résidents. Mais bon, c'est quand même important de savoir qu'il y a une grande réforme de la taxe d'habitation qui prévoit globalement la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales à compter de 2023. Donc à côté de 2023, il n'y aura plus de taxe d'habitation sur les résidences principales. Par contre, vont toujours continuer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Là, il n'y aura pas de changement là-dessus. Hein. Et puis sur les résidences principales, il y a même une exonération progressive. Hein. Il y aura 30% d'exonération en 2021, 65% d'exonération en 2022 pour aboutir à une exonération totale en 2023. Voilà globalement les points que je voulais aborder avec vous et j'ai juste mis pour ceux qui ont des entreprises en France ou qui envisagent de créer peut-être une entreprise en France, un petit rappel de l'impôt sur les sociétés, puisque c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué des fois en France de suivre, ne serait-ce que le taux d'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, en 2020, il y a eu des petits changements dans la loi de finances, mais essentiellement pour les grandes entreprises. Pour les autres, pour les PME, globalement, on a un taux toujours à 15% et après, on a un taux à 28% d'impôt sur les sociétés. Et éventuellement, si on est une grande entreprise, on peut avoir encore un taux d'impôt sur les sociétés à 31%. Et sinon, ce qui avait été prévu de baisser le taux d'impôt sur les sociétés à 25% en 2022, ça c'est toujours vrai, ça a toujours été pour l'instant maintenu d'avoir un taux d'IS à 25%. Voilà, donc voilà moi ce que je voulais vous dire en 20-25 minutes. J'ai à peu près tenu le temps de parole avec Nathalie. Donc maintenant, je pense que c'est le moment d'essayer de répondre à vos questions. Donc on va les prendre en direct, plus ou moins les unes par rapport aux autres. On va peut-être les grouper si on voit qu'il y a des thèmes récurrents. Alors on va essayer de répondre à un maximum de questions. On ne pourra peut-être pas traiter toutes les questions. Les questions, surtout pour les cas un peu particuliers, ça sera plus des questions et des réponses d'ordre général. N'ayez pas d'inquiétude, vous aurez vous aurez le moyen d'avoir réponse à vos questions. Vous verrez qu'en fin de présentation, on vous donne des coordonnées que vous pouvez contacter et vous recevrez donc en précision, vous recevrez par email un lien avec la présentation pour ceux qui voudront la regarder. J'ai pu observer qu'il y avait certaines personnes qui avaient rencontré des problèmes de son, donc vous allez recevoir un lien avec la présentation. Alors, je vais regrouper, là je vois qu'il y a pas mal de questions sur des personnes qui ont hérité d'un appartement en France et qui sont résidents de différents pays, mais globalement le raisonnement va être le même. Si on a hérité d'un appartement en France, il faut aussi se poser la question quelle était la résidence fiscale globalement du défunt, s'il était déjà résident français ou non résident. Mais globalement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le bien immobilier, de toute façon, va être taxé en France. Donc même s'il y a une convention fiscale entre la France, par exemple, là je vois qu'il y a l'Allemagne, entre la France et l'Allemagne, vous avez une convention
en matière de succession, donc qui est là pour éviter les doubles impositions en matière de droits de succession. Et donc, sur un appartement en France, globalement, vous allez payer des droits de succession en France. Et logiquement, avec le mécanisme de la Convention, vous aurez peut-être une déclaration à faire en Allemagne, mais en aucun cas, vous n'aurez évidemment à payer dans les deux États. Ce sera, à mon avis, essentiellement la France, voir si peut-être il y a un reliquat d'impôt en Allemagne, si jamais les taux de droits de succession étaient supérieurs en Allemagne, mais à ma connaissance, ils sont un petit peu plus forts en France. Peut-être remonter sur les questions précédentes. Il y avait des problèmes. C'était plus des problèmes de connexion, j'ai l'impression. Alors, il y a aussi une question de quelqu'un qui est non-résident, qui visiblement a un statut d'artiste. Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui est un petit peu plus complexe parce que les artistes, en général, ont un statut particulier. C'est-à-dire, c'est pas forcément le statut salarié qui va s'occuper, qui va s'appliquer pour eux. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure concerne essentiellement les salariés. Donc, si vous êtes artiste salarié, bah, ça peut vous concerner, ce que j'ai dit tout à l'heure. Par contre, si vous êtes artiste indépendant, normalement, ça ne vous concerne pas. Donc, pour vous, pour répondre à votre question, il n'y aura pas de changement, normalement, sur votre situation entre 2020 et directement 2021. Par contre, pourrait y avoir quand même des changements en 2023 si jamais le prélèvement à la source, le calcul, on va dire, comme pour des résidents français, le nouveau prélèvement à la source s'applique pour vos revenus de source française. Donc ça, ce sera à vérifier à ce moment-là. Un artiste salarié, la réponse. D'accord. Ah, ok. Bon, bah voilà. Donc, si c'est artiste salarié, bah, vous pouvez être concerné en effet par cette réforme sur les salaires de source française. Une autre question aussi qu'on a assez souvent, c'est comment et où on fait la déclaration des revenus immobiliers. Alors c'est vrai que là, c'est une personne qui est résidente en Italie, mais là aussi, ça s'applique des principes, quel que soit l'état de résidence. C'est que la convention entre la France et l'Italie prévoit que les revenus immobiliers sont taxables dans le pays de situation du bien, donc en France. Donc ça veut dire que vous devez faire une déclaration soit sur les revenus fonciers si c'est de la location nue, soit ce que je vous disais tout à l'heure de location meublée, c'est une déclaration bénéfices industriels et commerciaux. Pas tout à fait c'est pas la même chose. Et donc vous devez faire votre déclaration auprès du centre des impôts des non-résidents et donc remplir en fonction du montant de vos recettes. Vous avez différents régimes qui peuvent s'appliquer, des régimes micro, des régimes réels. Et donc des calculs plus ou moins simples à faire, mais en tout cas, il y a évidemment une déclaration en France à faire. Alors, là, je vois aussi, il y a des questions, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé, on peut en dire quelques mots sur tout ce qui est revenus financiers. C'est vrai qu'on ne l'a pas abordé parce qu'il n'y a pas de nouveauté dans la loi de finances sur les revenus financiers pour les non-résidents. La grande réforme, la grande nouveauté, c'était la flat tax qui a été instaurée en 2018. Donc globalement, pour un non-résident aujourd'hui, sur ses revenus financiers, globalement, en général, sur les intérêts, il n'a pas d'imposition en France. En général, la plupart des intérêts sont exonérés. Par exemple, les intérêts d'un livret bancaire, un non-résident ne paye pas d'impôt là-dessus. Où il va payer des impôts encore en France, c'est sur les dividendes. Par contre, les dividendes de source française, c'est là où la flat tax s'applique. En règle générale, vous allez payer 12,8% d'impôts en France et vous devez redéclarer, bien évidemment, ces dividendes dans votre pays de résidence. Là, il faut vérifier, mais en tout cas, du point de vue français, il y aura 12,8% qui, en général, sont pris à la source lors du détachement du dividende. Et enfin, là, c'est un sujet qui peut être un peu plus compliqué, l'assurance vie. Comment ça se passe, l'assurance vie? Donc, l'assurance vie, on est plus proche des intérêts, mais avec un régime particulier. Donc là, tout dépend si vous avez versé les primes avant ou après septembre 2017. Si vous avez versé les primes avant septembre 2017, globalement, la France, elle va prendre 35, 15 ou 7,5 selon la durée de votre contrat. Si votre contrat a plus de 8 ans, en règle générale, la France va prendre 7,5%. Et après, il faut regarder si la convention fiscale entre la France et votre pays de résidence vous permet, le cas échéant, d'avoir 0%
de fiscalité. Il y a pas mal de pays où on a 0% de fiscalité, mais là, il faut demander l'application de la convention. Et si jamais vous avez versé les primes après septembre 2017, bah là, vous êtes dans le nouveau régime dit de la flat tax. Et donc là, a priori, ce sera plutôt 12,8% qui vont s'appliquer sur ces primes, donc à la source. Et après, toujours regarder, bien évidemment, la convention fiscale et quelle est l'imposition dans votre pays de résidence. Alors, je regarde. J'en profite pour vous préciser que vous avez sous les yeux les coordonnées auxquelles nous sommes joignables, l'adresse mail et le numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter, bien entendu. Alors, attendez, il y a des questions, j'essaie, oui, de voir ça. Alors, c'est pas évident comme ça, mais... Alors oui, il y a une question intéressante qui complète un peu le propos que j'ai eu avant. C'est bonjour, une résidence en France est-elle toujours considérée comme résidence secondaire quand on est non-résident? Globalement, oui, c'est vrai que c'est compliqué de dire qu'on a une résidence principale en France dès lors qu'on est non-résident. Par contre, il avait été voté il y a un an un texte qui permet en fait aux gens qui ont une résidence principale au moment de leur départ de France et de la vendre éventuellement après. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément le temps de vendre en exonération d'impôt sur la plus-value leur résidence principale avant de quitter la France. Donc ça veut dire que dans certaines situations, il faut regarder si on peut pas garder en fait une résidence principale au moins pendant un an après le départ, notamment pour la vendre en exonération de plus-value. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la taxe d'habitation, c'est vrai que c'est en général pas possible de dire qu'on a une résidence principale en France dès lors qu'on est non résident de France par rapport à la taxe d'habitation. Une autre question aussi qui complète un peu, toujours sur les loyers. J'ai adopté le régime microfoncier. Est-ce que je dois déclarer aussi ces revenus en Italie? Et la réponse est oui. C'est vrai que en général, donc c'est revenus fonciers. Vous avez opté pour le microfoncier, donc c'est 30% d'abattement. Donc vous avez souscrit votre obligation déclarative en France. Donc du point de vue français, c'est bien. Mais en règle générale, il faut redéclarer quand même dans son état de résidence et ensuite voir comment l'impôt qui a déjà été payé en France va s'imputer sur l'impôt en Italie. Mais c'est vrai qu'en règle générale, là aussi, il faut vérifier dans la convention fiscale, mais en principe, des revenus immobiliers, ça veut dire déclarer dans l'état de situation et souvent redéclarer dans l'état de résidence qu'on a. Alors, il y a une question, mais qui est un petit peu compliquée. Je suis pas sûr de pouvoir répondre en direct sur les retraites franco-allemandes, parce que je sais qu'il y a eu des discussions entre les États là-dessus pour savoir qui devait prélever, mais là, j'ai pas forcément la réponse immédiate. Là encore une question aussi de j'ai hérité de liquidité suite à la vente d'un bien immobilier en France, non imposable en France. D'accord. Quand je toucherai ces liquidités, devront-elles déclarer si elles quittent le territoire français? Serais-je imposable aux Pays-Bas? C'est vrai que déjà la question, c'est de savoir par rapport à, puisque vous dites que s'il y a eu un héritage, est-ce que cet héritage devait être déclaré ou pas en France? Si par rapport à la convention entre la France et l'Italie, il n'y avait pas de déclaration à faire en France, de toute façon, il n'y avait pas d'impôt à payer en France et donc il n'y a pas de problème pour que les liquidités peuvent quitter sans problème le territoire français. Par contre, si en effet, est-ce que vous êtes imposable aux Pays-Bas? En effet, s'il n'y a pas eu d'imposition en France, il faut quand même vérifier. C'est quand même un peu étonnant, donc il faut déjà vérifier ce point-là. Et s'il n'y a pas eu d'imposition en France, il faut quand même regarder s'il n'y avait pas une imposition aux Pays-Bas. Mais là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut déjà regarder quelle était la résidence fiscale du défunt qui a provoqué justement cette succession. Et
et puis voilà, et de voir justement si les droits de succession devaient être payés en France ou pas. Ah, ok. Donc là, il y a quelqu'un qui pose une très bonne question. On a parlé de l'héritage, mais on n'a pas parlé de l'achat en France par un Français non résident. Alors, je ne sais pas sur quel, parce que c'est assez global comme question, mais en tout cas sur l'aspect droit d'enregistrement, hein, qu'on soit résident ou non résident, quand on achète un bien en France, on doit payer les droits d'enregistrement sous l'angle fiscal. Donc c'est à peu près, avec les frais de notaire, on va dire à peu près 7%, 7,5% de droits d'enregistrement. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, évidemment, si on le met en location, bah là, on va devoir payer quand même de l'impôt sur les revenus, éventuellement ce que je vous disais tout à l'heure sur les prélèvements sociaux, sur les loyers encaissés. Par contre, si on n'encaisse pas de loyer, on n'a pas d'impôt. Si on ne loue pas le bien et qu'on le garde en tant que résidence secondaire, bah, on n'a pas d'imposition due en France. Il y a une autre question qui peut se poser, bien évidemment, c'est éventuellement l'IFI. On n'en a pas parlé. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'impôt sur la fortune immobilière. Il n'y avait pas non plus de nouveautés particulières, mais vous le savez, dès lors qu'on a un patrimoine immobilier en France qui peut dépasser 1,3 million de patrimoine net, c'est-à-dire les actifs moins les dettes, ben on doit faire une déclaration d'IFI. Et cette déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, maintenant, elle se fait en même temps que la déclaration de revenus. Donc c'est vrai que dès lors qu'on achète des biens inférieurs à 1,3 million et qu'on n'a que ça, on n'est pas dans l'IFI. Dès qu'on achète un ou plusieurs biens et qui ont une valeur supérieure à 1,3 million, bah là, la question de l'IFI se pose. Et puis évidemment, le dernier impôt, c'est celui dont on vient de parler. C'est en effet, on achète un bien immobilier en France. Ça veut dire que potentiellement, on aura des droits de succession ou des droits de donation à payer en France. Donc c'est vrai qu'il faut se poser, déjà rien que sous l'angle fiscal, toutes ces questions-là, de savoir, voilà, avant éventuellement d'acheter un bien en France. Peut-être répondre à une dernière question. Alors, il y a aussi des questions sur les taux minimums d'imposition. Alors, je vais peut-être juste reprendre un slide parce que j'ai passé très rapidement dessus. C'est vrai que ça, c'est un changement qui a 1 an. Donc, il est déjà ancien pour les fiscalistes. Et c'est vrai que c'est pas si vieux que ça. Donc là, vous voyez, en effet, c'est le changement qui a eu lieu l'année dernière. C'est que auparavant, on avait un taux minimum d'imposition pour un non-résident de 20%. Ça voulait dire que si on a des revenus soumis au barème. Donc, par exemple, c'est pas les dividendes. Je vous disais tout à l'heure, les dividendes, c'est 12,8%. Ils sont pas soumis à ce taux minimum d'imposition. Mais par exemple, si on a en effet des salaires ou des retraites de source française ou des revenus immobiliers de source française, on peut être soumis à ce taux minimum d'imposition. Et c'est vrai qu'il est passé, vous le voyez dans le tableau, à 30% au-delà de 27 794 euros. Donc aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, on a ce taux minimum d'imposition qui est passé de 20 à 30% dès lors qu'on dépasse les 27 794. Et vous voyez, ça se calcule par tranche, c'est-à-dire c'est 20% minimum jusqu'à 27 000 euros. Et au-delà de 27 000 et quelques euros, c'est 30% de taux minimum d'imposition. Donc c'est vrai que si on a des revenus, par exemple des revenus immobiliers très importants, c'est vrai qu'on peut avoir ce taux minimum d'imposition. Et si on trouve que ce taux est trop important, on peut éventuellement demander, c'est une des questions que j'ai vues, de faire appliquer ce qu'on appelle un taux moyen d'imposition. Mais dans ces conditions-là, il faut déclarer ses revenus mondiaux, ce qui est souvent compliqué pour les non-résidents de déclarer leurs revenus mondiaux et qui, des fois, fait que finalement, le taux moyen d'imposition ne va pas forcément être très intéressant par rapport à ce taux minimum d'imposition. Donc c'est vrai que nous, peu de clients font ce calcul du taux moyen d'imposition. Alors, des fois, peut-être qu'ils devraient quand même le faire parce que auparavant, peut-être qu'à 20%, on était toujours en dessous, mais maintenant, à 30%, peut-être que on pourrait être sur un taux moyen plus faible que ces taux minimum d'imposition. Mais vous voyez, ça nécessite quand même un calcul
un peu plus compliqué, puisque là, il faut intégrer tous ses revenus, faire des calculs au barème, etc., avec son quotient familial. Donc là, c'est évidemment une procédure plus complexe, mais qui est tout à fait possible. Eh bien, il nous reste à vous remercier de nous avoir suivis. Nous tâcherons donc, comme indiqué, de répondre ultérieurement, en tout cas, aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct. Et nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci pour toutes ces excellentes questions et j'espère à À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.